Bon, G-Forum, en association avec des débunkers de la Macronie, nous ont concocté un petit article qui se concentre sur l'extrême droite qui, si on peut les croire peut-être, se préparerait à faire un putsch, à nous organiser une guerre civile. Alors, j'ai du mal à le croire, j'ai du mal à le penser, puisque c'est quoi l'extrême droite? Bon, on va dire l'ultra-droite, comme ils aiment l'appeler. Allez, c'est quelques centaines de margoulins, en plus qui sont même pas concentrés sur un point spécifique du territoire, mais répartis un petit peu partout sur le territoire français. Voilà, vous voyez, a priori, on a une section. Bon, ouais, ils ont des beaux bombers. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Ils ont des beaux bombers avec des petits autocollants. Je sais pas ce que c'est. Bon, quand même, la coupe est assez courte. Alors là, ils sont à Paris, sur la place, je sais pas où. C'est là où le RN va faire tous les ans son hommage à Jeanne d'Arc. Je sais pas où c'est. Je me souviens jamais. Mais bon, voilà, donc ils sont là, donc c'est quoi ça? Donc ça, c'est pas Selgun ou je sais pas quoi. Bon, en tout cas, ils sont bien blancs. Bon, ils ont un petit côté teuton, et puis ils ont l'air assez Rabelais, hein. Bon, c'est peut-être parce qu'ils sont très très musclés. En fait, je sais pas trop. Naël, sur fond de complotisme, l'extrême droite se prépare-t-elle à la guerre civile? Donc avec le point d'interrogation, hein, c'est un truc de journaleux, pour faire genre ah ouais, et si, en fait ça te permet de dire n'importe quoi. Moi j'utilise aussi maintenant. Là j'essaye de faire du sensationnel, mais ça marche pas fort, hein. Je suis pas beaucoup du avec, mais bon, en tout cas j'essaye, parce qu'il faut tout essayer, hein. Naël, sur faux de complotisme, l'extrême droite se prépare-t-elle à la guerre civile? Les violences urbaines qui ont suivi le décès de Naël ont convaincu une partie de l'extrême droite de la nécessité de s'organiser en prévision d'une guerre civile, un discours sécessionniste alimenté par une rhétorique antisémite et complotiste. Eh ben dis donc. Alors attends, on va là, parce que là, rien que là, moi, en fait, moi, je suis lent de plafond. Moi, il faut que je comprenne les choses. Alors, l'extrême droite, ok. S'organiser, ok, en prévision d'une guerre civile, je comprends. Un discours sécessionniste, donc souhaitant se séparer du pouvoir en place, on va dire de la République, alimenté par une rhétorique antisémite et complotiste. Alors là, je comprends pas. Je comprends pas. Bon, complotisme, je pense qu'il développe, mais antisémite. En quoi les 300, 400, 500 000, 600 000, allez dans le maximum de 600 000 juifs qui sont sur le territoire français pourraient, pour qui que ce soit, être un élément pertinent à prendre en considération? Réellement, en toute objectivité, non. Même s'ils ils ont une surreprésentation dans les médias, bah, même si c'était le cas, on s'en fout, quoi. C'est donc je pense pas que, ou alors c'est que ces groupuscules sont particulièrement matrixés par de vieilles pensées. Mais j'ai du mal à croire que des gens à notre époque puissent être comme ça. C'est peut-être un petit peu dans ma tête où je comprends pas comment il y a des gens qui pourraient se dire ouais les juifs. Je comprends pas en fait. Ça fait tellement old school, ça fait vieille école, ça fait Zina à fond. Je pige pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça, mais intellectuellement, je comprends même pas où est. Bon, c'est peut-être la notion de complotisme quand il dit une rhétorique antisémite et complotiste. Effectivement, si tu pars du principe qu'il y a un gouvernement secret et que peut-être ce sont les juifs qui, voilà, mais les mecs ils sont barrés quoi. S'ils comptent faire sécession de la République avec des idées comme ça. Je pense que leur problématique, elle est plus de l'ordre de la génétique. Hein. Il faut arrêter de se reproduire entre cousins. Hein. Alors, The Zepan 99, les journalistes vont faire monter le narratif du punch fasciste pour justifier le troisième mandat illégal de Macron. Façon retour du général de Gaulle, ne vous laissez pas avoir. Franchement, The Zepan 99, je sais pas. En fait, je suis peut-être un petit peu con. J'en conviens. J'ai jamais dit que j'étais très très malin. Je m'intéresse, mais en fait, tout ça me semble tellement compliquer les choses. Moi, déjà, je pense pas qu'il y a d'histoire de troisième mandat. Si même un
un truc de ce type-là devrait être mis en place, la simple logique voudrait, mais bon, effectivement, que ça ne soit pas applicable à la personne dont le mandat était en cours au moment d'une loi de ce type-là. Tout simplement. Pour la même raison que Chirac a fini son mandat de 7 ans alors qu'il avait fait passer à sa 5e année d'exercice la fameuse loi de la réduction à un quinquennat. Et donc ça me paraît logique, tu vois, on coupe pas en cours un truc, on change pas les règles pour le joueur actuel. Ça serait pour les joueurs suivants. Mais effectivement, rien n'empêche de changer les règles. Mais là encore, je serais pragmatique. Je pense que, à part si il se passe au niveau économique et à plein d'autres niveaux des choses fabuleuses, je doute que Macron, même avec la meilleure volonté du monde, puisse avoir de véritables chances, même contre Marine Le Pen, de gagner, quoi. Parce que même Jean-Luc Mélenchon le battrait là. Même Jean-Luc Mélenchon le battrait. Hein. Parce que il a quand même fait fort, quoi. Après, c'est un pari gagnant. Ça se trouve, il est peut-être persuadé que son système est la bonne chose et que d'ici la prochaine élection, c'est choix. Mais même si c'est quelqu'un d'autre qui se met à sa place, ça change rien. Il est jeune, il pourra toujours se représenter. Et puis, il a encore des billes, et il a encore des cartouches quoi qu'il arrive. Il est vraiment très très jeune. Hein, faut jamais oublier ça. Salut Sèche Pétette, pas du côté ouest, d'accord avec toi. Ah, je comprends pas. Pas du côté ouest. Off. Bon, je continue à lire un petit peu. Donc là, on a des images. Donc on a égalité, réconciliation. Donc ça, c'est le truc de Soral. Racaille d'en haut, racaille d'en bas, 100 fois des lois. Rivarol. Donc Rivarol, c'est un truc d'extrême droite, ça je sais. Quand le peuple cesse d'estimer, il cesse d'obéir. Émeute halogène, à qui la faute? Ouais, mais bon, il n'y a pas que les groupuscules ou je sais pas quoi qui pensent comme ça. Hein. Moi, je suis pas dans un groupuscule. Je suis très mainstream dans l'absolu. Et à qui la faute? Ouais, c'est la question qui doit se poser. Le mardi 27 juin dernier, le jeune Naël a été tué par le tir d'un policier. Dans la foulée, de nombreuses villes ont été secouées par des cycles de violence urbaine. Comme à son habitude, la complosphère. Alors déjà, quand tu vois qu'on utilise des mots comme la complosphère, on sait à qui on a affaire. Donc ça pue les mecs d'extrême gauche qui se cachent derrière le debunk des Infox. C'est couru d'avance. A immédiatement interprété ces événements de diverses manières, qui a organisé, orchestré par le pouvoir en place, opération de diversion machiavélique, prolongement de la dictature sanitaire, la formule se répète et rappelle les discours proférés par les mêmes acteurs à la suite du drame d'Annecy. Tu vois, ils mélangent des choses. Alors, ils vont nous parler du drame d'Annecy, et alors que le drame d'Annecy, il a pu être exploité et commenté par les gens dont il parle, là, ces fameux groupuscules qui représentent 2000 personnes sur le territoire français, donc qui représentent personne, qui n'ont aucun pouvoir, qui ne sont rien, qui ont un pouvoir de nuisance qui est égal à 0, qui sont tellement radicales que même les mecs de droite les considèrent comme des tarés. Soyons clairs, hein, faut jamais oublier ça. C'est que ce sont des gens qui sont tarés. Vous pouvez avoir des sensibilités pour eux ou je sais pas quoi, mais ça reste des tarés. Ils représentent rien, ils ont aucun moyen on n'est plus dans les années 60 où un général putschiste pourrait éventuellement avoir ne serait-ce qu'un début de pouvoir. En France, ça n'existe plus, ça. Les formules se répètent et rappellent. Donc en fait, ils mélangent des histoires peut-être effectivement de complotisme ou de je sais pas quoi, qui inventeraient un pouvoir occulte qui aurait orchestré ce chaos organisé pour pouvoir, je ne sais pas, écraser le peuple quelques années de plus, comme ils ont pensé que l'épisode Covid était fait pour ça. Ok, mais mélanger ça aux histoires du drame d'Annecy, c'est de la manipulation. En fait, ils essayent de nous associer deux événements qui n'ont rien à voir entre les gens qui se posent des questions légitimes sur tiens, qu'est-ce qu'il foutait ce mec-là? Pourquoi il était là? Pourquoi il était à Annecy? Pourquoi
il n'a pas été géré. Le mec a des problèmes psychologiques. Pourquoi il n'a pas été traité? Déjà au point de vue européen, pourquoi, puisqu'il y a l'espace de Schengen, que les migrants, immigrés, vous les appelez comme vous voulez, ou les réfugiés, si ils ont le droit de se balader sur le territoire, on devrait aussi avoir un transfert d'informations direct ou une base commune sur justement tous les migrants qui sont problématiques. Quand un mec à Stockholm, on détecte qu'il a des problèmes psychologiques, ça a été inscrit quelque part. Donc si le mec il est à Annecy, on doit ça, les gars sur place, donc les poulets qu'il contrôle et qui ont été amenés à le contrôler obligatoirement, parce que le mec il est dans un parc plusieurs jours de suite, il a été contrôlé à un moment donné. C'est pratiquement une certitude. Bah, au moins qu'il sache que le mec a peut-être des problèmes psychologiques. Simplement pour le traiter, peut-être le pointer vers une association quelconque, qu'importe. Mais là, c'est du foutage de gueule. Mais surtout, ce qui est le foutage de gueule là-dedans, dans ce premier paragraphe, c'est l'amalgame qu'ils nous font dans leur article entre des mecs qui trouveraient des histoires bizarres, en fin de compte, avec une cabale qui gérerait un pouvoir secret supérieur français qui aurait manipulé les jeunes, peut-être même en faisant assassiner Naël pour pouvoir avoir des... Et d'autre côté, pour moi, une légitime interrogation sur la présence d'un mec sur le territoire. Bon, il avait le droit, puisqu'en fait, il avait été accepté comme réfugié, je crois, en Suède, ouais, cette fois, c'était la Suède. Bon, bah, il a le droit de comme il y a l'espace Schengen, il a le droit de se balader en France, quoi. Mais on peut se poser des questions sur le fait que, a priori, les mecs là-bas le refusaient la nationalité, c'est qu'ils avaient un souci. Voilà, mais simplement, un mec qui plante des gamins, on se pose des questions, c'est logique. Mais bon, je sais pas pourquoi ils ont mis ça, je vois pas quel est le rapport avec la situation. Mais certains, à la star de Leonard Sogeli, je sais pas qui c'est celui-là, le principal animateur du groupe complotiste Les Décodeurs, je sais pas qui sont ces gens, envisagent la séquence médiatique comme une session de magie noire à ciel ouvert. Ah mais ils sont tellement perchés que je crois même pas de quoi ils parlent. Envisageant la séquence médiatique comme une session de magie noire à ciel ouvert, bigre. D'autres semblent avoir cherché désespérément à établir un lien entre la mort de l'adolescent et des clips de rap censés apporter la preuve que tout aurait été planifié à l'avance, classique. Ouais, mais on s'en fout. Là, il nous parle de gens qui représentent 20 personnes. En quoi c'est pertinent? En quoi cela a un rapport avec le sujet? L'extrême droite se prépare-t-elle à la guerre civile? Quel rapport? Je sais pas, moi je pige pas là. En parallèle, une frange de l'extrême droite radicale, bah, si t'es d'extrême droite, par définition, t'es radical, non? Je sais pas, moi. On a profité pour prôner un discours sécessionniste, teinté d'appel à la guerre civile ou raciale selon les chapelles considérées. Là encore, ça, ils le disent eux-mêmes. Donc, qu'il y ait des discours sécessionnistes, on en a tous les jours. Quand tu prends les mecs qui sont dans leurs ZAD, vous croyez que c'est quoi? C'est quoi les ZAD? C'est des enclaves qui seraient pu liées à la République et à ses lois. Donc des trucs sécessionnistes, il y en a tout le temps. Par contre, là encore, ça concerne combien de Pékin? Alors on va dire il y a 1000 personnes en France qui sont intéressées, mais le problème c'est qu'il y en a 25 à Lille, il y en a 60 à Perpignan, il y en a 100 à Paris. Ça représente rien, c'est des conneries. Et tant qu'ils n'ont pas d'action violente, donc et a priori ce n'est pas leur créneau, on s'en fout. On s'en fout, c'est vraiment, ils cherchent des alibis ces gens-là. Le 2 juillet, Profession Gendarme, un site colportant de multiples théories du complot, publie un appel aux résistants. Son auteur, un dénommé François Dubois, ah les François Dubois, même sous l'occupation on en avait quelques-uns, est présenté sur le site des informations Le Média en 442 comme un ancien gradé qui a quitté l'institution suite à des divergences avec sa hiérarchie, notamment sur la politique vaccinale. Dans son texte adressé à ses camarades des forces de l'ordre, Dubois prend prétexte de cette situation de pré-guerre civile pour dire sa convergence de vues avec le polémiste antisémite Alain Soral. Et là, ils vont nous placer du Alain Soral alors que le mec, il est rangé des voitures. Le gars, il fait sa petite pré-retraite en Suisse. Bon, il continue à faire un petit peu, il fait des vidéos. D'ailleurs, j'en ai vu une qui est très très bien.
il y a une semaine ou deux. Franchement, en fait, moi, contrairement à vous, sans doute, moi, Alain Soral, je le connais pas. Donc j'ai pas du tout, j'ai pas un historique avec Soral ou machin. Moi, Soral, je le connais pas, j'ai jamais rien connu de lui. La seule chose que j'avais vu, et je savais même pas que c'était lui, c'est j'avais vu la vidéo il y a quelques années où il se tapait avec Conversano, etc. Mais c'est tout, ce mec-là, je le connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Je suis pas comme ces petites jeunes, ceux qui se sont fait cultiver le cerveau par lui, après qui ont suivi après ses tendances un petit peu nauséabondes, ou qui après ont pris leur indépendance intellectuelle et ont fait leur propre chemin. Mais a priori, il a marqué beaucoup de gens. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, Soral, la seule chose qu'il fait en France, c'est faire un petit peu de pognon, quoi. Mais je vois pas ce qu'il fait d'autre. Le village de Kayak nous a montré que l'union fait la force contre les millénaires immigrationnistes. Tenir sa rue avant de tenir son quartier, puis son village. Oui, mais en même temps, tu les fais partir par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Hein. T'as qu'à voir la ville où en fait le maire s'est fait cramer sa baraque et ses caisses. La maire adjointe qui est devenue la maire a remis ça sur la table. C'est un combat qui ne s'arrête jamais. C'est un combat qui ne s'arrête jamais. Mais bon, je pense qu'il faut que chaque combat soit fait isolément. Donc, dans ce texte adressé à ses camarades, Dubois prend prétexte de cette situation de pré-guerre pour dire sa convergence de vues avec le polémiste antisémite Alain Soral. Brocardé à plusieurs reprises, George Soros et les Rothschild et multiplié les références à peine codées aux forces très puissantes auxquelles la France serait confrontée. Nos élites corrompues et apatrides dans l'âme œuvrent désormais depuis plus d'un demi-siècle à la destruction intégrale de notre pays. C'est bel et bien une élite mondialiste apatride qui cherche ici à détruire notre pays d'essence catholique en attisant la haine contre la religion musulmane. Ouais. Bon. Alors, je sais pas si ce truc, ils l'ont inventé toute pièce ou s'ils l'ont véritablement trouvé. Mais franchement, sur la partie élite mondiale, bon, on change élite mondiale en mondialisation. Bon, l'apatride, par défaut, apatride, si tu veux. Ils cherchent pas à détruire notre pays d'essence catholique, parce que bon, je dirais à la place d'essence, ça serait plutôt du diesel. Et puis catholique, en fait, tu peux mettre n'importe quelle religion, tu changes pas les fondements d'un pays comme ça, quoi. Mais bon, enfin oui, donc on va dire que c'est un petit peu délirant, mais là encore, ça correspond à combien de personnes On va relire le titre comme l'extrême droite se prépare-t-elle à la guerre civile. Moi, un petit groupe de 2000 personnes qui veulent faire de la guerre civile, je les considère comme des terroristes, basta. Ils représentent pas pour moi un danger pour la nation. Ils représentent un danger pour les gens éventuellement qui auraient la malchance de tomber dans leurs pattes. Contrairement, si tu me dis qu'il y a 200 mecs qui font des émeutes aux quatre coins de la France, là, il y a pas un danger pour le pays intrinsèquement, il y a un danger pour les institutions, puisque là, effectivement, n'importe quel petit groupuscule qui se rajoute dans la sauce aura son importance, puisque les forces de l'ordre, les forces vives de notre nation seraient un petit peu peut-être utilisées un petit peu à droite et à gauche. Alors, ok. Ah bah Maximus, salut Maximus. Haro, putain. Haro sur la franc-maçonnerie et les antifas aux ordres. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce mot-là, Haro. Haro, sur le baudet. La situation est trop grave pour rester sans agir, déplore celui qui fut un temps garde la paix. Il faut donc que les opposants patriotes honnêtes, qui n'ont pas peur de désigner l'ennemi réel, son idéologie et ses complices se réunissent. Dans son brûlot conspirationniste, Dubois entreprend d'esquisser les contours de cet ennemi véritable. La liste des suspects est longue. Là, en fait, ils sont en train de me parler d'un mythomane peut-être, qui écrit dans un torchon. En fait, le mec, il a un journal, un blog ou je sais pas équivalent, et il est tout seul à écrire dedans. Un petit peu comme le gars qui nous a inventé qui nous a fabriqué les trucs d'Orion là. Ah,
avec le calice là, je m'en souviens plus, le truc, le Da Vinci Code. À la base, c'est un mec dans les années 50 qui était un petit peu mythomane, qui avait fait des écrits, qui avait été les déposés à la Bibliothèque de France, etc. Vous savez mieux que moi, hein, vous allez me dire. La carte des incidents attribués à l'aider qu'on trouve sur le site du ministère de l'Intérieur est risible. On y retrouve des dissolutions de groupes Telegram et même Papacito. Ils ont que dalle. Oui, effectivement. The Zapan, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus parce que justement, c'est risible. Il y a une réalité. Il y a véritablement des groupes qui sont dangereux, mais en fait, ce sont des groupes isolés liés à une ville. Effectivement, on sait que dans certaines villes de France, il y a des groupes liés à des associations, liés à des peut-être historiquement parlant, je ne sais pas, qui font que il y a 10, 15, 20, 30, 50, voire 100 personnes qui peuvent de façon concertée se regrouper, sortir des battes de baseball et aller faire un petit pogrom à la cool. Effectivement, ça peut arriver, mais cela n'a aucun impact sur la société. C'est pour la même raison qu'un Bataclan n'a jamais, à aucun moment, eu un effet au niveau de la société. Il a eu un effet sur les hommes qui sont dans la société. C'est en fait c'est l'effet psychologique, l'effet massue, mais pas sur les institutions en elles-mêmes. Les institutions sont plus fortes que ça. Donc donc ils nous inventent l'histoire du groupe Telegram il y a quelques mois maintenant. C'est risible. Je veux dire, il y a des fantasmeurs, ils sont sur leur groupe Telegram. Ouais, on va aller agresser des gens. Ouais. Putain, les mecs, ils sont aux 5 coins de la France. Ils fantasment comme des malades. Ils se tripotent là. Ils se font une 5 branches en s'imaginant en tant que croisés de l'Occident. Mais c'est des tarés là encore. C'est des tarés. Effectivement, on peut toujours se dire que dans le tas, il pourrait y avoir 2-3 têtes folles qui voudraient passer à l'acte, etc. Mais après, faut trouver il faut traver le matos pour faire ces conneries, etc. Donc, je dis pas que ça peut pas arriver. Ça peut arriver et ça arrivera. Si je sais que de certitude à 100%, ça arrivera. Il y en aura, on le sait. De toute façon, si c'est possible, ça arrivera. Et c'est possible, donc ça arrivera. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, ça change rien. Plus la situation s'aggravera, plus la chance d'un tel événement arrivera. Pour la même raison que on a eu des périodes où l'extrême gauche a usé et a abusé de terrorisme. Quand elle était là actuellement, on voit bien que il semble clair qu'il va y avoir un ressac donc de l'extrême gauche. Et donc, il y a des chances qu'ils se radicalisent de plus en plus. Donc, il y a des chances qu'on ait de nouveau des actions violentes. Mais là encore, comme je vous le disais pour les groupuscules d'extrême droite, je pense que réellement, c'est dommage pour les gens sur qui ça tombe. Mais au niveau de la société, ça n'a absolument aucune incidence réelle. Ou alors, effectivement, ça peut avoir des incidences dans l'effet de réactance. Comme on a eu là, le gouvernement a essayé à tout prix à écraser le truc, mais c'est clair que si on laisse à fond l'information se diffuser, l'effet de réactance serait très très problématique pour le vivre ensemble. Parce qu'il déjà, moi je considère que on a là avec cette histoire-là, on est reparti pour 30 ans. De problématiques au niveau des emplois et compagnie. Maintenant, moi, t'es employeur, t'as un jeune qui est issu des banlieues dans ton bureau pour un recrutement. À part si véritablement le mec c'est un bosseur, machin, mais si c'est pour un boulot lambda, est-ce que tu vas l'embaucher? Et là, je parle pas, c'est pas une histoire de race, hein, je te parle d'une histoire de localisation géographique. Moi, je sais, j'ai vécu ça. Moi, j'ai fait un petit peu de RH à une époque. Et c'est clair, on avait des directives, fallait pas prendre des gens. Et là, c'était pas, on ne disait pas, on veut pas de noir, on veut pas d'arabe. Non, ils s'en foutent. Une force de travail, c'est une force de travail. Par contre, les problématiques, ils en veulent pas. Ils voulaient pas de femmes musulmanes avec les turbans et compagnie. Pourquoi ?
ils s'en foutent que la bonne femme, à part si c'est un métier de représentation, hein, où il y a accès à de la clientèle, mais sinon, ils s'en foutent. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Ils se foutent des religions des gens, ils se foutent... Non, par contre, ils se foutent pas des problématiques syndicales, des problématiques revendicatives, des problèmes... Ça, par contre, ça les emmerde, parce que c'est du pognon. Quand on parle pognon, là, ça parle. Pour la même raison, pour ces gamins qui viennent chercher un emploi, on leur dit, est-ce que vous êtes prêts à suivre des directives? Ah ouais, pas de problème, machin. Et en fait, vous faites un petit jeu psychologique, et vous voyez que le mec, non, il est pas du tout dans l'optique d'accepter des ordres d'une direction, de se voir imposer des heures supplémentaires. En fait, il y a plein de choses comme ça qui sont problématiques. Et donc, là, je pense que on est arrivé pratiquement à une situation où ça comptait plus du tout. Et là, je pense que, comme je l'ai dit, on est reparti pour 30 ans. Donc la mise à l'index est repartie pour un tour. En fait, pour moi, c'est un véritable effet de cette petite histoire. Ah, le protocole de Sion, c'est tout à fait ça, Maximus. Tout à fait ça, tout à fait. Le protocole de Sion. Donc le mec qui s'était inventé un truc, bah là, pourquoi le Dubois, c'est pas un gars comme ça, hein? Va savoir. La mafia qui tienne ses quartiers, attends, là j'ai sauté un truc, il faut donc que les opposants patriotes, honnêtes, qui n'ont pas peur de désigner, dans ce groupe, Dubois entreprend d'esquisser les contours de cet ennemi véritable, la liste des suspects est longue. Les mafias qui tiennent ces quartiers et l'état profond. Et c'est quoi l'état profond, ça? Ça, c'est un truc à la Soral, l'état profond. La franc-maçonnerie qui chapeaute une extrême gauche prête à instrumentaliser politiquement les émeutes et à rallier les cités avec ses antifas aux ordres. Oh, le mec, il mélange tout, mais là encore, là, on a l'interprétation d'un journaleux, et on a vu, quand il nous parle de la complosphère, etc., on sait à qui on a affaire, donc on peut pas donner un copec à cet article. Et là aussi, c'est en fait, si je descends en fin de l'article, elles sont où les sources? Elles sont où les sources? Vous voyez? C'est le problème aussi. Moi, quand je fais un truc, même si c'est pas complet, vous avez une source. Vous savez, là, en fait, ils nous font des références à des articles, à des machins, mais il n'y a pas une putain de source. C'est ni fait ni à faire. Bon, attends, hop là. La franc-maçonnerie qui chapeaute, mais finit par incriminer une élite mondialiste apatride. Bah, par définition, une élite mondialiste peut être apatride. Puisant ses origines idéologiques dans le judéo-protestantisme. Ah, c'est le judéo-protestantisme. Là, en fait, c'est des choses qui me dépassent. Moi, j'ai pas toutes ces rhétoriques, j'ai pas les références. Dans les commentaires, le message est reçu 5 sur 5. Lisez un peu de Talmud, l'un des textes fondamentaux du judaïsme, note de la rédaction, et vous comprendrez que ces tordus ont la haine de l'homme blanc catholique, seul capable de résister à leur projet maléfique de domination du monde. Eruct, un dénommé Frank. Ah, Frank. Ah non, qui passe aussi bien en allemand que en français. Franz. Ah, Frank. Un peu plus loin, Philippe. Ah, Philippe estime qu'il est plus que temps de nettoyer et récurer à fond notre beau pays. Bon, ça, des commentaires comme ça, j'en ai de temps en temps sur ma chaîne. Franchement, j'apprécie pas des masses. J'en efface pas mal. Pas mal, j'en ai pas non plus 50 000. Mais c'est vrai que c'est un petit peu malaisant d'avoir des gens qui écrivent ce genre de choses. Parce que, en fait, c'est des bandeurs. En fait, réellement, pour moi, c'est des bandeurs. Ça sert à rien, quoi. Faut arrêter de bander comme ça. C'est soit si t'es vraiment dedans, bah t'y vas. Hein, tu fais comme les islamistes qui vont au BHB, qui achètent un couteau et qui commencent la partie, quoi. Faut y aller comme ça. Je sais pas, moi, faut être pragmatique. Soit tu fermes ta gueule, soit t'y vas, mais faut arrêter de nous gonfler avec des petites phrases comme ça, quoi. Ouais, il faut leur faire. Non, c'est des conneries. Faut jamais oublier que la violence, elle est pas à sens unique, hein. Générer de la violence, c'est en subir aussi. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas des périodes où, en fait, t'as pas le choix. Mais user de la violence pour user de la violence, c'est se radicaliser. Se radicaliser, c'est donner raison aux adversaires. Je dis pas qu'il faut baisser la garde, je dis pas qu'il faut baisser son froc, etc. Mais simplement, de façon pragmatique,
Tout ça se résume à une seule chose, essayer de convaincre, même si c'est vain, la masse. Plus que temps de nettoyer et de récurer à fond notre beau pays. Ouais, mon cul, ouais. Quant à cet internaute au pseudonyme évocateur de Colonel de Montjoie, la petite Colonel de Montjoie, petite association à Papacito, je suppose. Il prophétise, le temps viendra où les traîtres à la France auront des comptes à rendre et de lancer en guise d'avertissement, choisissez le bon camp parce qu'il n'y aura pas de quartier. Ça, par contre, je suis d'accord avec lui. Quels que soient les types d'événements qu'il peut avoir, il n'y aura pas de quartier, c'est évident, mais parce que les gens, s'ils en sont arrivés là, ils n'en auront plus rien à foutre. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur sur la vidéo de Papacito qui a été bloquée par YouTube. J'ai reçu donc la décision de YouTube. En fait, il confirme. Puis bon, j'ai effacé du coup puisque de toute façon elle était bloquée. Mais franchement, il y avait aucune raison. Effectivement, c'est qu'il y avait écrit Papacito et il y avait le mot émeute dans le titre. Je pense que c'était que ça, ou alors parce qu'il y a Papacito qui parlait de la situation. Je pense que c'est plutôt ça. C'est parce que Papacito est écouté. Peut-être que tout faudrait regarder sur Internet, en tout cas sur YouTube, si tout ce qui concerne cette séquence-là, concernant Papacito, a été bloqué pareil. C'est possible. En tout cas, toutes celles où au moins le titre était explicitement dit, quoi. À l'heure où nous écrivons ces lignes, la tribune cumule environ 50 000 vues. Ah ouais, quand même. Sur le site Profession Gendarme, elle a également été reliée sur Égalité et Réconciliation. Le site dirigé par Alain Soral, le polémiste n'est pas en reste lorsqu'il s'agit de dénoncer la racaille d'en bas alliée à la racaille d'en haut contre la France du peuple majoritaire. Mais on se la relit ensemble, cette petite phrase? La racaille d'en bas alliée à la racaille d'en haut. Moi, ça me choque pas. Alors, je suis soralien, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, ça me choque. En fait, ça me choque pas. La racaille d'en bas alliée à la racaille d'en haut contre la France du peuple majoritaire. Moi, ça me choque pas. Je comprends peut-être pas ce qu'il faut comprendre. Moi, je comprends que, de fait, la racaille d'en bas, donc, on va dire les émeutiers, la racaille d'en haut, notre gouvernement qui en fait trouve le moyen de tempérer les choses, de dire qu'en fait compte il s'est rien passé, que c'est la fête du slip. Là il nous dit c'est 650 millions d'euros. À mon avis, c'est, je pense, un petit peu sous-évalué, mais bon, qu'importe. Ben oui, à partir du moment où tu minimises la situation, tu minimises ce qui s'est passé. Bah, pour moi, effectivement, c'est pas une alliance ferme, mais c'est quand même un compromis entre deux acteurs qui ont joué sur la même scène. Hein. Coucou Tristotan, j'espère que tu vas bien. En fait, je sais pas quoi je dis ça, je crois que je t'ai jamais vu. Je me souviens pas de toi. Tristotan, ça me dit rien. Bon, tu me diras, j'ai une mémoire à géométrie variable, mais bon. En tout cas, salut à toi. Allô, ok, la 5e colonne anglo-saxonne. Oula, maintenant ils vont nous mettre les Américains. Oh putain, oh là là. Le 1er juillet, soit quelques jours seulement après la mort de Naël, le compagnon de route de Dieudonné, avant que ce dernier ne fasse de Francis Lalanne son nouveau meilleur ami, a opposé sa signature au bas d'une tribune sobrement intitulée « De la guerre civile en France ». L'analyse est selon lui implacable. Une idéologie anti-française est promue et imposée depuis 40 ans par nos propres élites, illégitimes et parasitaires, notamment depuis 1968. Dans cette optique, les délinquants barbares sont perçus comme étant des créatures de SOS racisme. Alors là, il parle de qui, là? Alors, de la guerre civile en France, l'année est selon lui implacable. Une idéologie anti-française est promue et imposée depuis 40 ans par nos propres élites. Bah, là aussi, je suis assez d'accord. Alors, vraiment, je pense, là, je dois être un complotiste. Hein. Je connais pas tous ces gens, mais quand je lis ça, ça ne me choque pas. Moi, je regarde objectivement les 40-50 dernières années, et je me dis, quel est le taré qui a pris toutes ces décisions successives? Non, je comprends pas. Je sais pas, vous en pensez quoi? Ah, tu m'as... Poussin. D'accord.
Voilà. Non, mais je sais pas, moi, ça me choque pas. Moi, c'est. On se le redit encore une fois. Parce que là, moi, ça vraiment. Moi, je suis assez d'accord. Hein. Par contre, bon, peut-être illégitime et parasitaire, peut-être pas, mais bon. Par contre, il y a une idéologie anti-française promue et imposée depuis 40 ans par nos élites, ça, j'en suis persuadé. Et même, c'est même un peu plus ancien. Mais oui. Dans cette optique, les délinquants barbares sont perçus comme étant des créatures de l'ostracisme. Bah oui, aussi. Puisque ce qui est quand même un petit peu pour moi dommageable, c'est que on a dit à ces générations successives qu'ils étaient des victimes, qu'ils étaient victimes d'un racisme systémique, et comme ils avaient l'impression, bah, on leur disait ils étaient toujours avec en face d'eux des gens qui étaient racistes, bah, je sais pas si vous avez vu la vidéo de Kiabe, moi je l'ai vu tout à l'heure. C'était une expérience que j'en avais déjà entendu parler. Vous savez, l'expérience, c'est la suivante. Donc, a priori, c'est aux États-Unis. Ils ont fait l'expérience, ils ont pris des femmes plutôt belles et ils leur ont demandé donc de se faire leur faire mettre sur le visage une cicatrice, une fausse cicatrice par un mec dont c'est le boulot, un mec de théâtre, je sais pas. Et il leur montre, ah bah ça, il dit, bon maintenant on va faire l'expérience, vous allez passer un entretien d'embauche ou je sais pas quoi, et vous nous direz ce que vous en pensez. Et puis il profitait sous le prétexte de remettre un petit peu de neuf sur la fausse cicatrice, ils ont profité pour l'enlever. Donc la bonne femme, les bonhommes, c'était mixte, qui allaient faire leur entretien, pensaient avoir une cicatrice qui les défigurait, en fin de compte, qui baissait leur qualité intrinsèque. Et après l'entretien, lors de l'interrogatoire final, la majorité, je sais plus quel pourcentage c'était, la majorité des personnes déclaraient que, bon, en fin de compte, ils considéraient que les personnes avaient été négatives à leur égard, avaient eu des commentaires désobligeants sur la cicatrice, etc., etc. Alors qu'ils avaient plus de cicatrice. Bah, je dis pas qu'il n'y a pas eu et que un mec qui est racisé d'une façon quelconque ne soit pas contre moi. Je sais que moi j'ai mon associé, il est noir. Bon, c'est pas un mec qui vient d'Afrique, hein, c'est un Antillais. Bah, vous savez ce que c'est les Antillais, quoi. Donc le mec, il est là. En fait, quand j'étais gamin, ils appelaient ça des bounties. Ça, c'était raciste. Ça, c'était justement les mecs de banlieue. Bah, c'était pas des mecs de banlieue, mais c'était l'équivalent. Ils disaient ça parce qu'en fait, bah, tu me prends moi, on est pareil. Voilà, il n'y a pas d'histoire, de noir, blanc, etc. On est des putains de Français dans l'acceptation pure et dure des choses. Et lui aussi me racontait, parce que on est associés, et il me racontait en fait que lui, oui, effectivement, il était confronté au racisme. Donc c'était pas obligatoirement un racisme pur, mais ça pourrait être simplement parce que lui c'était le patron de notre boîte, le patron réel, et souvent moi je devais intervenir et aller à sa place simplement parce que avoir un blanc c'était mieux pour certaines personnes. Donc là, effectivement, c'est du racisme. Mais c'est pas un racisme obligatoirement concret. En fait, c'est une dévaluation de la personne en face de toi. Il y avait une dévaluation de la personne. Donc ça existe, c'est réel. Par contre, pour cela, ça fait 10 minutes que je tourne autour, alors qu'à la base, c'était pour revenir à SOS Racisme. Tout ça, enfin, quand SOS Racisme a inculqué à des gens, à des générations de gamins, qu'en fait, ils étaient dans un pays raciste, que en fin de compte, ils avaient besoin de se regrouper et de se protéger, parce que on allait les spolier, ils n'allaient pas trouver d'appartement parce qu'ils étaient arabes ou noirs ou je sais pas quoi. Ils n'allaient pas trouver de métier parce que si, parce que ça. Effectivement, dans le tas, il y en avait, mais c'est pas systémique.
Par contre, c'est clair que quand t'as en face de toi quelqu'un qui devient agressif parce qu'il considère qu'il est spolié ou je sais pas quoi, bah oui, il y a une réaction. Et la réaction est jamais bonne. Donc évidemment, ça part en couille. Et le mec, il est encore plus persuadé qu'en face de lui, il a un maudit raciste. Voilà. Et tout ça, quand même, c'est pour une bonne part lié à SOS Racisme et toutes les associations autour qui ont bouffé depuis 40 ans ou 50 ans sur ce beefsteak. Voilà. Ah, quand même, j'ai fait fort là, j'ai fait 10 minutes pour arriver à ça, quoi. Alors j'aurais pu le faire en 3 secondes. Qu'est-ce que j'ai été faire une anecdote, quoi. Ah, j'en ai marre de voir clignoter mes lunettes là. Je sais pas quoi je l'ai laissé. Je sais pas comment vous faites pour supporter ça. Voilà, ça clignote plus. Bon, où j'en étais. Alors, les responsables de ce chaos sont encore une fois nombreux. Nombreux. Alain Soral fustige pêle-mêle l'universalisme post-français mondialiste qui s'appelle le réseau maçonnique. Eh mais là aussi, je comprends même pas ce que je suis en train de lire. Attendez. Faut m'expliquer, hein, si vous n'hésitez pas à m'expliquer, hein, si vous savez mieux que moi, parce que moi je comprends pas. Hein. L'universalisme post-français. Bon, l'universalisme, je globalise. Post-français. Donc il est plus français. Ah, il est plus français, il est mondialiste. Qui s'appelle les réseaux maçonniques. Ouais, d'accord. Ainsi que des communautés qu'on ne peut pas nommer. Ah, il y a des communautés qu'on peut pas nommer. C'est quoi? C'est les petits gris? C'est... Tellement elles ont de pouvoir. Oh là, ouais, bah ouais, mais là encore, comment on peut croire ce qui est écrit là? Puisque on n'a pas de référence, on n'a pas les articles d'origine. En fait, là, on n'a que ce qu'ils veulent bien nous dire. Donc pour moi, c'est pas très très sérieux tout ça. Les responsables de ce chaos sont encore une fois nombreux. Alain Soral, nanana, ça je l'ai lu. Attends, c'est pas fini en plus. Comprendre les juifs. Voilà, donc ce sont les juifs. D'accord, bon, sachant qu'on est sur J-Forum, qu'ils s'axent là-dessus, je comprends. Qui serait dans un projet de prise de contrôle terminal de la France. C'est délirant. On est d'accord, c'est délirant. C'est complètement délirant. Notons également la solution pour le moins radical prônée par le délinquant multirécidiviste. Donc en fait, Alain Soral n'est plus Alain Soral. Il est devenu le délinquant multirécidiviste. C'est comme tout à l'heure, la complotosphère. Ah, c'est compliqué. En fait, voilà. En fait, ils veulent trop en faire. À trop vouloir en faire, ils desserrent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense quand même. Il nous faut un Poutine français, et puis avec le Poutine français, on aura aussi Wagner. Si on ne passe pas par une Wagnerisation de la gestion du chaos, le reste n'est que baratin, que du baratin. Bon, en tout cas, c'est pas très, c'est plus trop pertinent puisque là on a vu que même Poutine a failli se faire bouffer. En tout cas, il y avait un risque qu'il se fasse bouffer par sa créature. Donc. D'ailleurs, il s'est fait liquider, Jules Géry, je sais pas comment il s'appelle, ou il est toujours vivant? Ah, un petit café, ça fait du bien. Ça fait du bien par où ça passe. Pardon. Surtout Soral milite pour la création d'un nouveau comité national de la résistance. Une référence plus ou moins sentie au Conseil national de la résistance, le CNR. L'instance de coordination des différents mouvements de la résistance intérieure pendant la Seconde Guerre mondiale, ce national-socialisme français. Ah bon? Comme il aime lui-même à s'en décrire, espère ainsi réunir tous les patriotes afin de s'engager sur une plateforme commune dans un combat commun pour sauver la France, comme du temps où l'union sacrée s'imposait pour chasser l'occupant et le collabo. Organiser ses propres services de vigilance. L'idée n'est pas nouvelle, alors qu'il était invité à la deuxième édition du Congrès national citoyen, un événement organisé par l'ex-capitaine de gendarmerie et influenceur complotiste Alexandre Juvin-Brunet. Lui aussi, je ne le connais pas. Sont là, me voici, me voilà, me voilou. Happy Wheel. Te voici, te voilà, te voilou.
Donc je sais pas qui c'est Alexandre Juvin Brunet, mais là encore, il n'y a pas de note de fin de page. Là, a priori, il faut connaître tous les noms. Hein. En fait, c'est un article aux spécialistes. À Toulon, on s'en fout, l'auteur de Comprendre l'Empire. Ah, par contre, Comprendre l'Empire, donc c'est Comprendre l'Empire, c'est Soral aussi qui a écrit ça. Filet la métaphore avec l'occupation nazie, il faut absolument renouer avec ce CNR car nous sommes dans la même situation aujourd'hui où des collabos en place au sein du pouvoir effectif mènent une politique de destruction de la France à tous les niveaux. A-t-il martelé sous les applaudissements de la salle? Wouh! Eh ben je pourrais pas y aller, moi je comprends rien de ce qu'il raconte quoi, c'est un truc de fou. Je veux pas passer pour un imbécile, mais je comprends rien en fait, ça va tellement haut. Il faut dire que le polémiste prêche des convaincus. Le maître des lieux, Alexandre Juvin Brunet, se déclarait en guerre contre toutes les nations infiltrées par cette élite mondialiste satanique et leur agent déversant sur le monde des maladies, des famines et des guerres artificiellement créées pour maintenir leur contrôle sur l'humanité. Ah ouais, donc ça c'est les antivax et compagnie, c'est ça aussi? Il faut dire que le polémiste prêche des convaincus, bon ça je l'ai lu, le saint syrien y annonçait son intention de forger des armes pour nos combattants. C'est qui le saint syrien? C'est Alexandre Juvin Brunet ou c'est encore Soral? Y compris coercitive avec les forces françaises libres. 8 mois est un passage en prison plus tard, 8 mois et un passage en prison plus tard, l'inventeur du franc libre. Ah! Alexandre Juvin Brunet, bah j'ai fait un article là-dessus, d'ailleurs je me suis fait étrier par les personnes qui le suivent, parce que j'étais pas gentil dans ma vidéo. Alors que bon, je me contentais de dire ce que j'avais lu et de dire que ça me paraissait être un doudingue, parce que bon, faire une monnaie en France, sachant l'environnement monétaire, ça me paraissait un petit peu con. S'ils pensaient que ça pouvait passer, quoi. Ouais, donc enfin, il s'est pris 8 mois quand même de tôle. Libre 8 mois, une monnaie alternative destinée à sauver la France persiste et signe. Suite au déclenchement des violences urbaines consécutives à la mort de Naël, son site publie un sondage. Le titre: est-il nécessaire que les citoyens français organisent leur propre service de vigilance pour anticiper les menaces sur le territoire national? Bah, je pense qu'il n'y a rien qui interdit des services de vigilance. Par contre, c'est plus problématique pour des groupes d'autodéfense. À mon avis, c'est pas impossible, mais autant on l'a vu c'est à Nantes où comment dire ça en étant open et non on va dire que des groupes de racisés et voilés ont pu faire leur petite milice d'autodéfense et tout le monde a trouvé ça très sympathique. Tu fais la même chose avec ton groupe, bah là d'un coup tu auras des articles dans Mediapart et Libération où on dira que des groupes fascistes et comment on pourrait dire d'autres. En fait il y a d'autres mots, hein, ils utilisent toujours les mêmes. Donc des petits groupes racistes qui veulent casser du maghrébin et du noir se regroupent le soir pour passer par des ruelles infâmes et préparer d'infâmes larcins. Et en fait, ils inventent des trucs. Donc c'est à ce niveau-là, et c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu un deux poids deux mesures, mais bon, deux poids deux mesures, mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. Au fil des questions, le projet voulu par Julie Brunet se dessine plus clairement. Oh non, là, ça commence à devenir chiant. Je saute parce que là, franchement, je comprends rien à ce que je lis, quoi. Certains n'ont pas attendu les Juvin Brunet pour prendre les armes, comme le rapporte Libération. Ah bah tiens. L'extrême droite radicale se fantasme ouvertement en milice capable de rétablir l'ordre, dont les membres s'imaginent en guerriers de la race blanche. À la suite des émeutes, des groupes se sont même réunis dans l'objectif affiché de s'adonner à des ratonnades et de viser les rassemblements contre les violences policières. Précise Politis. Mais ouais, mais alors, mais ils sont où? Bah, je sais pas, moi, à chaque fois, j'entends parler de ces maudits groupes. Ils sont où? Ils sont où? La dernière fois qu'on entendait parler de ces groupes, c'était, je crois, pendant les matchs France-Maroc ou je sais pas quoi. Et alors, on a vu plein d'articles. Oui, une quarantaine de militants d'ultra-droite passent... regardez la vidéo, on les voit courir le long du mur, là.
Putain, mais ils sont où les corps sans vie? Ils sont où les têtes éclatées? Ils sont où les... Non! Faut qu'ils arrêtent. Malheureusement, on ne peut même pas se torcher avec cet article. Ouais, non mais là, t'as raison. Ben ouais, mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien parce que moi, je suis pour l'exemplarité jusqu'au bout. C'est-à-dire que moi, je veux... Moi, c'est ça qui m'intéresse. Pour la même raison, il y a quelques jours, là, il y avait l'article sur le rapport de la DG, du directeur de la DGSE, ou je sais plus, de la DGSI, le renseignement intérieur. Et en fait, je savais que l'article original n'était pas comme ça. J'avais vu quelques morceaux. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la réalité, c'est ce qu'il nous montre. Là, cet article-là, je me doute bien qu'il est à charge, je me doute bien qu'il est exagéré, je me doute bien qu'il y a pas mal de choses qui vont pas dedans. Mais déjà, il y a une partie qui doit être exacte, parce qu'ils partent pas de zéro. Mais surtout, ce qui est important, c'est de mettre en avant toute la bêtise et toute la manipulation. En fait, on a là, c'est manifestement un article de propagande. Donc, par contre, à qui s'adresse-t-il? Autant je comprends que je suis en train de lire un article dans Révolution Permanente ou l'Humanité ou Mediapart. Là, on sait à qui on s'adresse. Les gens qui achètent ça, les gens qui lisent ça, ce sont des militants, ils sont déjà convaincus. Donc, moi, ça me choque pas pour la même raison que pour un bouquin de droite, on te dise des choses qui sont pas complètement vraies. Ça fait partie, on va dire, de la rhétorique du petit coup de marteau salutaire pour expliquer qui est le méchant, qui est le gentil. Ça me choque pas. Par contre, sur un site comme celui-là, en quoi cet article est pertinent, puisque ça vise qui? Ça vise donc a priori plutôt des juifs, donc des juifs français principalement. Et qui sont, en fait, le juif, c'est un Français comme les autres, hein. Donc il y en a de gauche, il y en a de droite, il y en a d'extrême gauche, il y en a d'extrême droite. Ils sont français, quoi, dans l'acceptation la plus pure. Et donc là, ils essayent de convaincre qui? La communauté en entier, ou je sais pas, parce que ça se trouve c'est un truc de gauche, J-Forum, hein, je ne sais pas. Moi, je suis tombé dessus parce que je cherchais des informations sur la gestion policière des émeutes. Donc, je suis tombé sur 5-6 articles. Je suis tombé sur celui-là. Je me suis dit, tiens, il y a écrit je l'avais pas lu avant. Hein, je l'ai lu en même temps. Je le lis avec vous. Hein, mais j'ai vu en bas écrit Conspiracy Watch. Donc, je savais que c'était gagnant. Quand il y a écrit Conspiracy Watch, c'est caviar. Hein, c'est caviar. Vous êtes où? Ouais, cassez-vous. Malheureusement, non, ok. Donc on a presque fini. Rappelons également que le mois dernier, il y a du bon là quand même. S'imagine, regarde à la suite des émeutes, des groupes se sont même réunis dans l'objectif affiché de s'adonner à la ratonnade. Précise Politis. Rappelons également que le mois dernier, 4 néo-nazis jugés dans le cadre du procès pour terrorisme Waffenkraft ont été condamnés à des peines allant d'1 à 18 ans de prison. Alors, c'est procès pour terrorisme Waffenkraft. Rappelons également que le mois dernier, 4 néo-nazis jugés dans le cadre du procès de terrorisme Waffenkraft. C'est quoi ça, Waffenkraft? Moi, je connais pas, moi. Bon, par contre, là aussi, le manque d'informations. Alors, procès Waffenkraft. Alors. Donc, jusqu'à 22 ans de prison requis contre 4 néo-nazis à Paris. Alors, c'était quoi cette histoire? L'avocat général a requis 29 juin entre 2 ans et 22 ans d'emprisonnement contre les 4 jeunes hommes qui comparaissaient devant la cour d'assises. Compétentes en matière de terrorisme, âgés de 21 à 28 ans, ils sont soupçonnés d'avoir préparé des attentats. Donc il n'y a pas eu d'attentat. Voilà, là aussi, c'est préparer des attentats, c'est pas les faire. Hein. Est-ce qu'il y avait des armes? Est-ce qu'ils ont trouvé... C'était quoi? Ils voulaient faire quoi? C'était une histoire coupe-coupe? C'était avec des bombes? C'était avec des pistolets? Si c'était des pistolets, où ils sont où les pistolets? Et c'était des bombes? Il est où le plastique? Si c'était des couteaux, ils sont où les couteaux?
le fantasme n'est pas l'action, quoi. Il n'y avait rien de concret se défendre l'un des 4 jeunes néo-nazis, comme souvent. En quoi il est néo-nazi? C'était un vrai néo-nazi suspecté d'avoir préparé des attentats en France. La peine la plus lourde, 22 ans, est une peine de sûreté des 2/3, a été requise. C'est marrant, hein. T'as des terroristes islamistes, ils auront pas autant, hein. À part s'ils ont massacré 30 personnes, ils auront les 20 ans incompressibles. Mais à part ça... Après, je vous dirais... Coucou Isaac Zerus. Là, je vous dirais aussi, là, c'est pas un conseil que je donne, je peux pas donner ce genre de conseil, mais de façon pragmatique. Si vous êtes assez taré pour aller dans ces conneries-là, faut pas faire de demi-mesure, parce que vous voliez un œuf ou que vous voliez un bœuf, vous prendrez le max. C'est un fait. Donc, en fait, ce n'est pas réellement, on peut pas parler de pondération dans ces cas-là. Souvent, ils sont très pondérés. Par contre, quand c'est des gars d'extrême droite, c'est jamais pondéré. A été requise à l'encontre d'Alexandre Gillet, ex-gendarme volontaire, aujourd'hui âgé de 27 ans, qui a été interrogé pendant 5 heures par la cour mercredi. Ouais, mais ça, moi, c'est pas les jugements. Moi, ce que je veux, c'est les jugements finaux. C'est le 29 juin. Donc, ils sont les jugements. Mais bon, on en sert. Et c'était quoi ce qu'ils voulaient faire Donc en fait, ils sont en procès parce ils voulaient faire des attentats, mais en fait, c'est ce qui montre bien le peu de choses qu'ils ont à se mettre sous la dent, quoi. Moi, ce que j'aimerais, c'est les conclusions. Au final, ils se sont pris quoi comme machin Ah, verdict. Alors, 4 jeunes suspectés d'avoir voulu fomenter des actions violentes. Bah, s'ils sont condamnés, ils sont plus suspectés. Moi, je m'en fous, je veux simplement la conclusion. La cour d'assises des mineurs spécialement composée a condamné les 4 membres de cette cellule terroriste à des peines de 3 ans, dont 2 avec sursis. Bah, ça veut rien dire. La cour d'assises des mineurs spécialement composée a condamné les 4 membres de cette cellule terroriste à des peines de 3 ans, dont 2 avec sursis, à 18 ans de réclusion criminelle. Je comprends pas. Là, ils ont été condamnés ou pas condamnés? C'est quoi ces trucs-là? Soit il y a Bill, il s'est pris 18 ans, il y a l'autre, il s'est pris 3 ans, ça, et là, j'ai pas de réponse. C'est quoi ces conneries? Tous les accusés le décrivent comme un obsédé de passage à l'acte. Il a été interpellé lors des salles de visite à des heures après avoir... Franchement, c'est quoi ces trucs-là? Il n'y a pas une information claire, c'est de la merde, quoi. Ça me fout les boules, hein. Des mineurs, mais c'est pas des petits anges, du coup. Bah non, c'est pas des petits anges. Ah, parce qu'en plus, ils étaient mineurs. Et bah d'ailleurs. Ah, bon. Bon, passons. L'un d'eux, questionné par l'avocat d'Ekra, a déclaré que les Juifs étaient considérés au sein du groupe comme des gens qui conspirent contre l'Europe, expliquant tirer ses sources des médias d'ultra-droite comme ERTV, la chaîne d'égalité et de réconciliation. Donc, bien sûr, condamnation, et puis exemple... c'est... En fait, cet article, t'avais raison, hein, c'est... Il est bon qu'à se torcher les fesses, hein. L'un d'eux questionné par le la radicalisation n'est pas le seul fait des islamistes. Ah oui, c'est le meilleur. La radicalisation n'est pas le seul fait des islamistes. Ce phénomène touche d'une part toute l'Europe et l'Occident en général, qui sont en crise, mais il concerne aussi l'extrême gauche comme l'extrême droite, y compris en Israël. La crise économique majeure, la difficulté pour les gouvernants de la gérer dans un système mondialisé et les discrédits. Dans cet équilibre instable, les extrêmes cherchent à s'imposer. Ainsi aussi, il convient d'être très vigilant et de ne pas dire n'importe quoi. Bah ouais, mais ils disent... Alors, la conclusion... Donc effectivement, il y a des extrémistes partout. Logique. Et que ça sert à rien de chauffer la bête. Logique. Par contre, pourquoi dans tout l'article, on nous parle que d'extrême droite?
Ah, oh mon dieu, je suis désolé. Vous savez que ça fait une heure et quart ou une heure et demie que je lis cet article. Il y a des grands malades, hein. Je suis un grand malade, moi. Allez, j'arrête l'enregistrement.